Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je roule à 60 km/h sur une route à double sens. Dans cette situation, ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour savoir si ma distance de sécurité est suffisante, déjà, qu'est-ce que la distance de sécurité ? La distance de sécurité est la distance minimale entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Alors maintenant, tu te dois dire, oui, mais comment est-ce qu'on calcule une distance de sécurité ? Alors, c'est très simple. Pour calculer la distance de sécurité, tu prends ta vitesse, ici, 60 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, ici, le 6, et tu le multiplies par 3, ce qui te donne 18. Ce même chiffre, tu le multiplies par 2, ce qui te donne 36. La distance de sécurité à 60 km/h est donc de 36 mètres. Et là, tu vas me dire, c'est bien, on a calculé la distance de sécurité, mais la question c'est, est-ce que dans cette situation, elle est suffisante ? Là, pour savoir si elle est suffisante, on va se baser sur les lignes de rive. On va prendre comme référence les lignes de rive. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que les lignes de rive sont différentes selon les types de routes que tu utilises. Par exemple, sur autoroute, les lignes de rive mesurent 38 mètres et les interlignes mesurent 14 mètres. Sur les routes à chaussée séparée, les lignes de rive mesurent 20 mètres et les interlignes mesurent 6 mètres. Sur les routes, ce qui est notre cas aujourd'hui, sur les routes à double sens de circulation, les lignes de rive mesurent 3 mètres et les interlignes mesurent 3,50 mètres. Alors, ici, si on retourne à notre situation, on voit bien qu'on a à peu près 2 interlignes et 2 lignes de rive, ce qui correspond à peu près à 13 mètres. Donc ici, on a une distance de 13 mètres du véhicule qu'il y a devant nous, ce qui est bien en dessous de ma distance de sécurité. Donc ici, ma distance de sécurité n'est pas suffisante. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 2. Ce panneau indique que je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle des panneaux de circulation alternés. En fait, ces panneaux de circulation alternés vont permettre de gérer la circulation lorsque la chaussée est rétrécie. Alors, on a 2 types de panneaux. On a un panneau d'interdiction et un panneau d'indication. Le panneau d'interdiction, lui, indique en fait céder le passage aux véhicules venant de face. Donc vous devez laisser la priorité aux véhicules venant de face si vous voyez ce panneau d'interdiction. Ensuite, concernant le panneau d'indication, il vous indique que vous avez la priorité par rapport aux véhicules qui viennent de face. Par exemple, ici, le véhicule rouge qui est à droite voit le panneau d'indication. Il est donc
prioritaire sur le véhicule blanc qui, lui, voit le panneau d'interdiction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Pour conduire, mon acuité visuelle doit être d'au moins 5/10 aux deux yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant l'examen du code de la route, vous avez deux notions à connaître concernant la vision. C'est le champ visuel et l'acuité visuelle. Donc, la question ici porte sur l'acuité visuelle. C'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est l'examen que tu passes chez l'ophtalmo quand il te fait lire des lettres de plus en plus petites. Donc cette acuité, elle se compte en dixièmes, et tu dois avoir 5/10 aux deux yeux pour pouvoir conduire. Si tu n'as pas 5/10 au total, tu peux quand même conduire si tu es équipé de systèmes correcteurs, par exemple des lunettes, ou des lentilles, ou autre chose. À savoir que sur ton permis de conduire, il sera noté ce système par un code. En général, les systèmes visuels sont représentés par le code 01. Donc, si tu ne possèdes pas cette correction pendant que tu conduis, tu peux avoir une amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. L'étiquette énergie donne des informations sur la performance de freinage par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce que je te propose, c'est de voir exactement ce que signifie une étiquette énergie pour pneus. Alors, vous voyez l'étiquette énergie, on a 5 critères. Tout d'abord, en haut à gauche, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la résistance au roulement. Plus la résistance est élevée, plus le moteur va consommer. Vous voyez, en plus de ça, cette efficacité énergétique est classée selon des lettres A, B, C, D, E. Si c'est A, ça veut dire qu'elle est très bien classée, donc très peu résistante au roulement. Ensuite, juste en dessous, on a le bruit de roulement externe, c'est-à-dire le bruit que le pneu va faire. Donc, si le pneu est classé A, c'est qu'il va faire très peu de bruit. S'il est classé C, c'est qu'il va faire beaucoup de bruit. En haut à droite, on a l'adhérence sur route mouillée, c'est-à-dire les performances de freinage partant de pluie. Donc, si cette roue est classée A, ça veut dire qu'elle est très performante partant de pluie concernant le freinage. Ensuite, juste en dessous, on a le critère ici PMSF, donc Tree-Peak Mountain Snowflake. Ça, c'est pour savoir si c'est un pneu neige ou non. Juste à côté, on a un petit pictogramme triangle qui va nous permettre d'évaluer sa capacité d'adhérence sur verglas. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Le bus quitte son arrêt. Je le dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir une chose très importante.
Lorsque un bus quitte son arrêt, alors il a la priorité. Vous ne pouvez pas dépasser un bus qui quitte son arrêt. Il faut le laisser quitter son arrêt, puis avancer derrière le bus. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 6. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le tramway est prioritaire sur tous les autres usagers de la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, le feu est rouge. Donc, lorsque le feu clignotant pour tramway est rouge, alors je dois m'arrêter pour laisser passer le tramway. Ici, c'est le feu clignotant qui gère la circulation du tramway. Est-ce que le tramway est prioritaire sur tous les autres usagers de la route ? Eh bien, la réponse est oui, et il est même prioritaire sur les piétons. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un véhicule très lourd qui a une distance d'arrêt très longue. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 7. Je rentre dans une zone où le stationnement est réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau indique que tu entres dans une zone où le stationnement se fait de façon alternée selon que tu te trouves dans la première ou la deuxième quinzaine du mois. C'est ce qu'on appelle un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. Alors, comment ça marche ? Après ce panneau, tu pourras te stationner du côté impair de la route, du 1er au 15 du mois. Du 16 au 31 du mois, il faudra alors se stationner du côté pair de la route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Il est autorisé d'installer cet enfant à l'avant du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour cela, je désactive l'airbag passager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, concernant l'installation des enfants de moins de 10 ans dans un véhicule. Alors, il faut savoir que il faut installer les enfants de moins de 10 ans dans des sièges adaptés. Alors, c'est quoi un siège adapté ? C'est un siège qui répond à des homologations. Vous avez 2 homologations concernant les sièges enfants. Vous avez l'ancienne réglementation R44 et la nouvelle réglementation R129. Donc, nous aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réglementation, donc la R129. Donc la R129, elle définit des sièges adaptés selon la taille et l'âge de l'enfant. Alors, selon cette réglementation, on a 3 types de sièges. Tout d'abord, le siège à coque. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans.
qui ont une taille qui va jusqu'à 83 cm. On a aussi les sièges baquets. Ça, c'est pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et on a les sièges avec dossier pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ici, vous remarquerez que l'enfant est dans un siège à coque. Donc, les sièges à coque peuvent être placés à l'avant du véhicule à 2 conditions. La première, c'est que le siège soit placé dos à la route. Et la deuxième, c'est que l'airbag passager soit désactivé. Donc, est-ce qu'il est autorisé d'installer cet enfant à l'avant du véhicule? La réponse est la réponse A. Pour cela, je désactive l'airbag passager. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 9. La signalisation indique un virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une zone fréquemment enneigée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante qui va nous permettre de parler des virages. Et vous allez voir à quel point le code de la route est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé que vous ne le pensez. Alors, tu dois savoir qu'il existe 4 types de virages classés selon leur dangerosité. Tu as les virages de classe A, B, C et D. Les A étant les plus dangereux, les D les moins dangereux. Selon la classe de virage, tu auras une signalisation particulière au niveau du virage. Alors, tu auras notamment, vu que c'est la signalisation qu'on a aujourd'hui dans cette question, tu auras notamment ce qu'on appelle des balises à chevrons et des balises qu'on appelle balises J1, c'est-à-dire des plots de couleur blanche avec une bande grise. Alors, les balises à chevrons, elles, en fait, il y en a plusieurs. Vous avez des balises à monochevron, à 3 chevrons, à 4 chevrons, selon la dangerosité du virage. Concernant les balises J1, donc les plots blancs avec une bande grise, celles-ci, ce sont des balises qui permettent aux usagers de la route d'évaluer la courbure. Alors, dans les zones enneigées, afin que les usagers de la route puissent voir ces balises, elles sont chapeautées par une bande rouge pour pouvoir les voir. Donc ici, la signalisation montre des balises J1 avec chapeau rouge qui donc indique une zone enneigée, et également des balises à chevrons qui indiquent un virage dangereux. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 10. À la prochaine intersection, j'aurai la priorité sur les véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on a un panneau triangulaire avec une croix. Ce panneau t'indique que tu devras céder la priorité aux véhicules qui viennent de droite. Donc, tu n'as pas la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 11. La chaussée se rétrécit. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, si tu regardes bien ce qu'il y a devant nous, on a une chaussée qui se rétrécit. D'ailleurs, on a ici le panneau d'interdiction qui régule la priorité. Et on a un vélo devant nous. N'oublie pas que pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Le problème ici, c'est que si on dépasse le vélo, on ne va pas pouvoir respecter cet intervalle de sécurité. Donc ici, je reste derrière le vélo jusqu'à ce que la chaussée redevienne normale et que j'ai de la visibilité pour pouvoir dépasser ce vélo. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Ce panneau indique un débouché de cyclistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ce panneau de danger indique un débouché de cyclistes pouvant venir de la gauche ou de la droite. Alors, faites attention parce que y a beaucoup de personnes qui pensent que ça indique une bande cyclable ou une piste cyclable. En fait, on ne sait pas. Ça peut soit indiquer effectivement une bande cyclable ou une piste cyclable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Le panneau ardent indique un lieu-dit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le panneau ardent, effectivement, indique un lieu dit. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Le panneau ardent est en fait un panneau de localisation qui appartient également au panneau d'indication. Alors, concernant les panneaux d'indication, quels sont les différents types de panneaux de localisation qui existent? Commençons tout d'abord par les lieux-dits. Les panneaux rectangulaires ou carrés sur fond noir sont des lieux-dits, mais pas que. Ça peut aussi être des hameaux, des cours d'eau ou des forêts. Vous avez aussi les panneaux rectangulaires ou carrés sur fond marron. Ce sont des lieux touristiques ou des lieux culturels. Vous avez ensuite les panneaux sur fond bleu qui représentent des aires de repos ou des concessions autoroutières. Ensuite, très connus, les panneaux sur fond blanc cerclés de rouge, qui sont des panneaux d'entrée d'agglomération ou de sortie d'agglomération lorsqu'ils sont barrés. Et enfin, les panneaux bleus sur fond bleu cerclés de jaune, qui indiquent des régions, des départements ou des pays européens. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 14. Après ce panneau, je peux me garer sur le côté gauche de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau indique une interdiction de stationner et de s'arrêter. Mais comment fonctionne ce panneau? Alors, il est interdit de stationner et de s'arrêter du côté de l'implantation du panneau. Cette interdiction est valable à partir de l'implantation du panneau. Et normalement, il y a une question qui doit te venir à l'esprit. C'est quand s'arrête cette interdiction? Eh bien, cette interdiction, elle va s'arrêter
à la prochaine intersection. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je peux me garer sur le côté gauche de la chaussée? Eh bien non. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Un convoi exceptionnel bénéficie de la priorité aux intersections. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors déjà, un convoi exceptionnel, c'est quoi? C'est un véhicule ou un ensemble de véhicules qui dépasse les dimensions et le poids réglementaires. C'est-à-dire que c'est un véhicule ou un ensemble routier qui va avoir une longueur supérieure à 16,50 m, une largeur supérieure à 2,55 m et un poids supérieur à 44 tonnes. Pour information, il existe 3 catégories de convois exceptionnels. Aussi, il faut savoir que les convois exceptionnels, maintenant depuis 2007, bénéficient de la priorité aux intersections. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. L'étiquette énergétique d'un véhicule indique: réponse A, sa taille. Réponse B, sa masse. Réponse C, sa consommation. Réponse D, son taux de rejet de CO2. Alors, comme vous êtes beaucoup à avoir du mal sur cette fiche énergétique, on va la voir ensemble. Alors, donc une fiche énergétique, ça se représente comme ça. Alors, déjà, tout au-dessus, tu vas avoir tout ce qui est marque du véhicule, modèle, version du véhicule, et surtout, le carburant qui est utilisé par le véhicule. Si c'est un essence, si c'est un diesel, si c'est un hybride, si c'est un électrique, ce sera marqué ici. La case en dessous, là, ça va indiquer la consommation de carburant. Alors, cette consommation de carburant, elle est énoncée en litres par centaine de kilomètres. Et ce qui est représenté, c'est la consommation mixte, ou ce qu'on appelle consommation WLTP, qui correspond en fait à la moyenne entre la consommation en agglomération et la consommation sur route. Alors, juste en dessous, tu vas avoir la classe énergétique à laquelle appartient la voiture. Alors, à droite, tu vas avoir son émission de CO2 en grammes par kilomètre. Et à gauche, tu vas avoir donc sa classe énergétique. Donc, si c'est classe A, c'est que la voiture a une émission de CO2 très faible. Et classe G, elle a une émission de CO2 très forte. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergétique d'un véhicule, elle indique sa consommation
et son taux de rejet de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses C et D. Question numéro 17. Pour aller à Paris, j'emprunte la voie la plus à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, comme les montre le panneau, pour aller à Paris, il va falloir prendre la voie la plus à droite. Regarde bien ce panneau. Il est super intéressant parce que il est sur fond vert et juste à côté, il y a un panneau d'autoroute. Donc ça peut porter à confusion. Qu'est-ce que ça veut dire quand le panneau est comme ça? Bah ça veut dire que pour aller à Paris, tu pourras prendre une départementale et tu pourras aussi prendre l'autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. La signalisation autorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu regardes le marquage au sol, ici, on a ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc, comme son nom l'indique, cette ligne va te dissuader, c'est-à-dire, en gros, t'empêcher de la franchir. Seulement, il y a des exceptions. Tu peux franchir cette ligne à quelques conditions. Dépasser un véhicule lent, se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent, dépasser des usagers vulnérables. Alors les usagers vulnérables, c'est les cyclistes, mais ça peut être aussi des piétons par exemple. Donc ici, est-ce que la signalisation autorise le dépassement du cycliste? Oui, elle l'autorise. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Un taux d'alcoolémie de 0,8 g par litre de sang constitue. Réponse A, un délit. Réponse B, une contravention. Alors, c'est une question super intéressante parce qu'en général, vous savez pas la différence et vous savez même pas ce que c'est en fait, un délit, une contravention. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait ce que c'est véritablement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, vous avez les infractions. Une infraction, c'est lorsque vous contrevenez à la loi. Mais il y a des infractions avec différents niveaux de gravité. Donc, le niveau de gravité le plus bas, ça va s'appeler une contravention. Et dans les contraventions, il y a même des classes de contraventions classées à un corps selon leur gravité. Classe 1, classe 2, classe 3, jusqu'à la classe 5. Ensuite, vous avez les infractions un peu plus graves, qu'on va appeler des délits. Et ensuite, on va avoir des infractions beaucoup plus graves qu'on va appeler des crimes. Voilà, mais contraventions, délits, crimes, c'est des infractions. Ici, pour répondre à la question, un taux d'alcoolémie de 0,8 g par litre de sang ou plus constitue un délit. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. La signalisation indique. Réponse A, une rue à sens unique. Réponse B, une voie sans issue.
Alors, vous faites souvent la confusion entre ces deux panneaux. Donc, ce panneau sur fond bleu avec une flèche indique une rue à sens unique, alors que ce panneau d'indication sur fond bleu en forme de T avec une barre rouge représente une voie sans issue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Lors d'un contrôle de police, un agent peut me demander de lui montrer mon gilet haute visibilité. Oui, réponse A, non, réponse B. De lui montrer mon triangle de présignalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors oui, un agent de police est autorisé à vous demander si vous êtes en possession de votre gilet haute visibilité et votre triangle de présignalisation. À savoir que si vous ne pouvez pas lui montrer au moment du contrôle, vous êtes verbalisable. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 22. Je roule à 80 km/h. Et le camion roule lentement. Réponse A, je dépasse le camion. Réponse B, je ralentis. Réponse C, j'augmente ma distance de sécurité. Alors ici, si tu regardes bien, à gauche, on a une ligne blanche continue. Ligne blanche continue, ça veut donc dire qu'elle est infranchissable. On ne peut même pas la chevaucher. Donc même si le camion roule lentement, je suis obligé de rester derrière lui jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs voies pour le dépasser. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Je ralentis et surtout, j'augmente ma distance de sécurité parce que là, je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est de 48 mètres. On est loin des 48 mètres. Pour ceux qui ne savent pas calculer une distance de sécurité, je vous encourage vivement à aller vous former dans la formation. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Je suis sur une voie privée. J'ai la priorité pour m'insérer sur la route à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, vous faites souvent cette erreur. Vous voyez là, on est sur une voie privée. Puis la question dit, je suis sur une voie privée. Donc quand je veux m'insérer sur la route, je ne vais pas avoir la priorité à droite. Je suis sur une voie privée. Donc impossible d'avoir la priorité à droite. La priorité à droite, elle est valable seulement lorsque vous êtes sur la route. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Le véhicule à gauche a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Si tu regardes bien, le véhicule à gauche est dans ce qu'on appelle une zone de stockage. Il va donc empiéter sur ma voie pour tourner. Donc, s'il empiète sur ma voie pour tourner, alors il n'a pas la priorité. J'ai la priorité, car il n'est pas sur sa voie.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait invoquer aussi? On pourrait tout simplement invoquer la priorité à droite. Voilà. Parce que si on se met à sa place, nous, on est à droite, on est à sa droite. Donc, il nous doit la priorité à droite également. Donc, pour ces deux raisons, le véhicule à gauche n'a pas la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. L'aire des Corbières comprend réponse A, un débit de boisson, réponse B, un restaurant, réponse C, un hôtel. Alors, la signalisation nous indique plusieurs choses. Est-ce qu'elle nous indique un débit de boisson? Oui, via ce panneau, elle nous indique un débit de boisson. Est-ce que la signalisation nous indique un restaurant? Oui, ce panneau indique la présence d'un restaurant à l'aire des Corbières. Et est-ce que la signalisation nous indique un hôtel? Eh bien non, parce que le panneau pour un hôtel, c'est celui-ci. Donc, il n'y a pas d'hôtel à l'aire des Corbières. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 26. Je secours cette personne. Réponse A, en lui donnant de l'eau. Réponse B, en lui donnant de la nourriture. Réponse C, en la couvrant pour éviter l'hypothermie. Alors, lorsqu'on secourt une personne après un accident avec dommages corporels, surtout, les deux choses à ne pas faire, c'est de lui donner de l'eau ou de la nourriture. Il ne faut jamais faire ça. Ensuite, concernant le fait de secourir une personne, alors, je vous conseille vivement d'aller dans la formation pour connaître toutes les choses à faire pour secourir une personne, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors aujourd'hui, on va juste répondre à la question. Couvrir une personne qui vient d'être accidentée, c'est une très bonne chose à faire. Pourquoi? Parce qu'après un accident, ton corps va rentrer en hypothermie. C'est-à-dire que tu vas avoir les extrémités de ton corps, c'est-à-dire les bras et les jambes, qui vont recevoir beaucoup moins de sang. Parce qu'en fait, ton corps va privilégier tes organes vitaux. Les poumons, les reins, le foie, le cerveau, le cœur. Donc tu vas ressentir une sensation de froid, d'hypothermie. Hypothermie, c'est sentir une sensation de froid. Donc pour mitiguer cette sensation, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couvrir la personne avec ce que tu peux. Le mieux, bien sûr, c'est une couverture de survie. Si tu as une couverture de survie, c'est parfait. Faut lui mettre. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse C. Question numéro 27. En agglomération, après un accident, je dois poser mon triangle de présignalisation. Réponse A, 30 mètres derrière la voiture. Réponse B, 30 mètres devant la voiture. Alors, lorsque vous faites un accident, il va falloir placer votre triangle de présignalisation, bien sûr, derrière la voiture, pour prévenir les usagers qui viennent de derrière qu'il y aura un accident sur leur voie devant eux. Alors, attention, triangle de présignalisation, on le met seulement en agglomération, jamais sur autoroute. Sur autoroute, il est interdit de marcher sur l'autoroute.
Hein. Donc quand vous avez un accident sur l'autoroute, vous vous mettez sur la bande d'arrêt d'urgence et vous sortez pas de votre véhicule, sauf bien sûr cas exceptionnel ou cas de suraccident. Hein. Si votre voiture est brûle, bah, faut sortir de votre voiture. Hein. Voilà. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben, vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 28. Je suis abonné au télépéage. Je dois prendre un ticket. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors non, si t'es abonné au télépéage, tu dois pas prendre de ticket. C'est d'ailleurs pour ça que t'es abonné au télépéage. En fait, quand t'es abonné au télépéage, on te donnera un boîtier qu'il faudra que tu mettes sur ton véhicule, comme celui-ci. Et donc à l'approche du péage, la barrière va s'ouvrir automatiquement. Donc pas besoin de ticket. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. L'interfile est autorisé partout en France.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'interfile? La circulation en interfile consiste à circuler en 2 ou 3 roues motorisées entre les voies les plus à gauche d'une chaussée. Alors, cette circulation en interfile était en fait en expérimentation depuis 2016 jusqu'en décembre 2024, donc décembre dernier. Alors, il faut savoir que depuis le 11 janvier 2025, la circulation en interfile est généralisée sur tout le territoire national français. Donc, à partir de maintenant, la circulation en interfile n'est plus expérimentale, elle est généralisée partout. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Un éthylotest permet d'estimer soi-même son alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, un éthylotest permet d'estimer soi-même son alcoolémie. Un éthylotest est formé d'un ballon et d'un tube. On souffle dans le ballon à travers le tube, et puis on regarde le tube. Alors, le tube est formé de cristaux jaunes et d'un trait au milieu. Le trait au milieu correspond à un taux d'alcoolémie de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts et dépassent ce trait, alors ton taux d'alcoolémie est de 0,5 g par litre de sang. S'ils deviennent verts mais qu'ils ne dépassent pas le trait, c'est que ton taux d'alcoolémie est de 0,2 g par litre de sang. Si les cristaux ne changent pas de couleur, c'est-à-dire qu'ils restent jaunes ou orange, alors ça veut dire que ton taux d'alcoolémie est de 0. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 31. Dans cette situation, je circule en feu diurne, oui réponse A, non réponse B. En feu de croisement, oui réponse C, non réponse D. Alors ici, comme tu le vois, on circule en agglomération, de nuit, éclairée. J'ai pas le droit d'utiliser juste mes feux diurnes. Je dois utiliser ici mes feux de croisement. Alors, si tu sais pas ce que c'est qu'un feu diurne, je te conseille vivement d'aller dans l'information pour savoir ce que c'est. C'est très important. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 32. Je dois envoyer mon constat amiable à mon assurance dans un délai de réponse A 5 jours, réponse B 10 jours. Alors, très bon à savoir, vous devez envoyer votre constat à votre assurance dans un délai de 5 jours. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33.
En utilisant mon vélo, je participe à l'écomobilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, bien sûr, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est choisir des moyens de transport qui soient écologiques, c'est-à-dire qui réduisent la pollution atmosphérique et sonore. Donc le vélo est un moyen de transport écomobile. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. La carte d'immatriculation peut être modifiée par un professionnel, oui réponse A, non réponse B, par soi-même, via Internet. Oui réponse C, non réponse D. Alors, les deux. Vous pouvez modifier votre carte d'immatriculation pour différentes raisons, hein, par exemple pour un déménagement. Soit vous passez par un professionnel, soit vous le faites vous-même via Internet, dans le site du gouvernement. Les bonnes réponses ici sont la réponse A et C. Question numéro 35. Je suis en probatoire et je roule sur autoroute. Après ce panneau, je peux rouler à réponse A 130 km/h, réponse B 110 km/h, réponse C 90 km/h. Alors, tu vois ici ce panneau, très intéressant. C'est un panneau de fin d'interdiction. Comme il n'est pas noté le type d'interdiction qu'il y a dessus, c'est que après ce panneau, toutes les interdictions sont levées. D'accord? Donc, on reste sur une circulation normale. Quand on est en probatoire, la vitesse maximale autorisée sur autoroute est de 110 km/h, comme le montre ce document que vous trouverez dans la formation. Mais tu peux également rouler à 90 km/h. Rien ne t'empêche de rouler à 90 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 36. L'autopartage permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'autopartage? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'autopartage. Alors, l'autopartage, en gros, c'est la mise à disposition de véhicules en libre service. C'est comme de la location. Alors, c'est différent de la location parce que là, vous pouvez louer les véhicules pour moins d'une heure. Hein, contrairement à un type de location conventionnelle. Qu'est-ce que ça permet, l'autopartage? Ça permet surtout de réduire le nombre de véhicules en circulation. Parce qu'en fait, vous partagez un véhicule avec plusieurs personnes. Donc ça diminue les émissions polluantes, notamment à travers la construction des voitures, qui est aussi très polluant. Et aussi, surtout, ça libère de l'espace urbain. Hein, moins de voitures, moins de place pour les voitures, plus d'espace urbain. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que l'autopartage permet de réduire le nombre de véhicules en circulation? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37.
Pour reculer, j'enclenche le boîtier sur la lettre. Réponse A, R. Réponse B, D. Réponse C, N. Alors là, on est face à un boîtier automatique. Que signifient les lettres dans un boîtier automatique? Alors tout d'abord, vous avez la lettre S. S pour séquentiel. D, c'est drive pour la conduite. Ensuite, vous avez la lettre N. N, c'est pour le point mort, neutral. R, c'est pour rire, la marche arrière. Et P, pour parking, c'est le stationnement. Donc, si je veux reculer, j'enclenche la marche arrière en mettant le boîtier sur la lettre R. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Le niveau d'huile doit être vérifié moteur à froid. Oui réponse A, non réponse B. Alors oui, le niveau d'huile doit être vérifié tout le temps, moteur à froid et de préférence sur sol plat. Alors, comment on fait en fait pour vérifier son niveau d'huile? C'est très simple. Vous soulevez donc le niveau, vous le nettoyez dans un premier temps et vous le remettez à l'intérieur. Vous le ressoulevez et là, vous vérifiez le niveau. Si le niveau est entre les deux auges, c'est parfait. Sinon, si le niveau n'est pas entre les deux traits, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir rajouter de l'huile en ouvrant le bouchon du réservoir d'huile, comme ici, et rajouter de l'huile qui est préconisée par le fabricant. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39.
Ce panneau indique une zone de stationnement payant. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors là, c'était vraiment une question facile. Vraiment, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller dans l'information. Donc effectivement, ce panneau indique une zone de stationnement payant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la formation, adapter une éco-conduite, c'est 10 procédures. Alors, parmi ces 10 procédures, vous avez le fait de rouler moins vite. Donc, il n'y a pas que ça, hein, c'est anticiper le trafic, utiliser les instruments de bord, limiter la climatisation. Bref, pour répondre à la question, adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.